Bien, nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre qui va concerner la demande du marché. Donc l'objectif de ce chapitre-là, c'est d'essayer de vous faire comprendre quels sont les éléments à étudier si on veut étudier notre demande, quel est le comportement du consommateur, quels sont les mécanismes qui entrent en scène lorsqu'il consomme ou ne consomme pas. Donc on va commencer par voir la typologie des consommateurs et des non-consommateurs, ensuite son comportement, le processus d'achat étape par étape, pour finir par un petit laïus sur la protection du consommateur. Donc afin de connaître ces consommateurs, notamment chiffrer, lorsque vous posez une hypothèse marketing, pour chiffrer le potentiel de consommateurs que vous avez, eh bien on peut avoir une entrée justement par les non-consommateurs. Afin de savoir qui consomme, on va essayer de déterminer qui ne consomme pas. Donc, en marketing, on va considérer d'emblée que l'intégralité des individus sont des consommateurs potentiels. C'est ce qu'on appelle notre demande globale. Par contre, on sait bien que certaines catégories de personnes ne consommeront pas nos produits. Quelles sont ces catégories? Donc, dans un premier temps, on va avoir ce qu'on appelle les non-consommateurs absolus. Ce sont des individus qui, on le sait, ne consommeront absolument jamais nos produits pour des raisons physiques, hein, avec un handicap, je sais pas, pensons à des lunettes de vue pour des aveugles, parfois pour des questions religieuses, hein, quand l'interdit religieux, je pense aux musulmans et aux porcs, quand l'interdit religieux est très fort, on considère ces individus-là comme des non-consommateurs absolus. Une fois qu'on a enlevé cette catégorie, on va découvrir donc notre demande potentielle. Seulement, il y a une autre catégorie de gens, d'individus à considérer comme des non-consommateurs. Ce sont ce qu'on appelle les non-consommateurs relatifs. Donc, c'est ceux qui pourraient consommer, hein, mais qui ne le font pas pour différentes raisons. Donc, parmi ces raisons, on va avoir deux distinctions. Les non-consommateurs relatifs volontaires, c'est ceux qui peuvent, mais qui ne veulent pas, pour des raisons éthiques. Je pense aux végétariens, par exemple. Donc, ils ont la possibilité de le faire, hein, mais ils ne le souhaitent pas. Et puis il y a des non-consommateurs relatifs involontaires qui, eux, voudraient bien, mais ne peuvent pas pour des raisons économiques, le produit est trop cher, pour des raisons géographiques, le produit n'est pas disponible dans leur zone géographique, pour des raisons d'éducation, pour des raisons de niveau intellectuel, si je puis dire. Par exemple, il y a les générations les plus anciennes rechignent parfois à consommer des produits de haute technologie, que ce soit le téléphone portable, je sais pas, le lecteur DVD à son apparition, ou simplement un ordinateur. Hein, vos grands-parents peut-être fuient ce genre d'outils parce qu'ils ont la crainte de ne pas pouvoir les utiliser correctement. Une fois qu'on a enlevé toutes ces catégories de non-consommateurs, absolus ou relatifs, on a notre demande réelle, notre demande accessible, celle qui peut consommer et qui va consommer nos produits. Il reste cependant une autre catégorie à enlever, puisque vous le savez, tous les marchés sont concurrentiels, et il y a une catégorie d'individus, une catégorie de demandes qui sera captive à la concurrence parce que fidèle à une marque ou parce que vos produits ne sont pas connus. Et donc une fois qu'on a enlevé cette dernière catégorie, on retrouve la demande de notre produit ou la demande de notre entreprise. Autre élément à étudier chez le consommateur, c'est ce qu'on appelle ces variables. Donc, tout le monde consomme des produits, tout le monde consomme les mêmes produits, parfois pas pour les mêmes raisons, et on va prendre en compte ces différentes variables qui vont constituer l'individu consommateur. On va avoir deux grands types de variables, donc des variables individuelles qui nous sont propres, presque innées, et des variables sociologiques qui ont été construites par notre entourage, par notre vie sociale. Donc, dans un premier temps, pour les variables individuelles, on va avoir la personnalité de l'individu, est-ce qu'il est introverti ou extraverti. Donc, euh, on ne constate que ces deux comportements. Après, tout est une histoire de curseur, parce qu'on est plus proche de l'introverti ou de l'extraverti, et ça va se traduire notamment par notre consommation de prêt-à-porter, par exemple. Est-ce qu'on va plutôt chercher à avoir un style vestimentaire qui se voit, ou est-ce qu'on va plutôt avoir un style vestimentaire plutôt classique, entre guillemets, plutôt discret. Deuxième variable individuelle, c'est l'image de soi. Quelle image on souhaite renvoyer vers l'extérieur, et quelle image nous-mêmes nous avons de nous-mêmes. Ensuite, le style de vie, c'est un système de valeurs acquises au travers de la famille, etc.
Et donc le style de vie va pouvoir nous influencer et nous faire avoir une consommation plutôt tournée vers les autres, une consommation plutôt altruiste, au contraire plutôt recentrée sur nous-mêmes, une consommation plutôt luxueuse pour être vue, une consommation au contraire plutôt, j'allais dire bas de gamme, mais c'est probablement pas le bon mot, mais une consommation plutôt classique. Voilà. Et enfin, dans les variables individuelles, nos différentes attitudes, qu'on va pouvoir classifier en 4 catégories. Donc il y a d'abord nos croyances, ce que je sais du produit, nos sentiments, ce que je pense du produit, même peut-être sans l'avoir consommé. Ensuite nos aptitudes, ce que je suis prêt à faire pour consommer le produit, est-ce que je suis prêt à faire des efforts considérables ou pas, en termes de prix, en termes de recherche. Et enfin notre expérience, ce que j'ai vécu avec ce produit, si je l'ai déjà consommé. Donc c'était les variables individuelles. Maintenant, dans les variables sociologiques, qu'est-ce qui va nous influencer, qu'est-ce qui va faire ce que nous sommes en tant que consommateurs? Donc ce sont les groupes que l'on fréquente, amis, associations, religions, etc. Ce sont notre cellule familiale qui va nous inculquer, lorsqu'on est enfant, qui va nous inculquer certains types de comportements. Et ces types de comportements, on va probablement les conserver dans notre vie d'adulte. Et puis lorsqu'on se mettra en couple, euh, eh bien, nos caractéristiques de consommateurs vont s'ajouter aux caractéristiques du consommateur de la deuxième personne du couple pour mélanger tout ça et en créer un nouveau, et ainsi de suite, de génération en génération. La culture, donc c'est l'ensemble des valeurs et des croyances que l'on partage. Donc selon la région de laquelle on vient, la région du monde de laquelle on vient, vous savez, la culture est différente et ça s'impacte au niveau de la consommation. Plus proche de nous, hein, rien qu'en France, on sait très bien que on ne consomme pas, notamment je parle de consommation alimentaire, on ne consomme pas de la même manière dans le sud que dans le nord de la France, notamment. Et puis enfin, les classes sociales, ce sont des choses que vous connaissez hein, au travers de différents questionnaires que vous avez pu mener. Donc les différentes classes sociales vont varier selon le revenu, le niveau d'études, le lieu d'habitation, la taille de la famille, etc., etc. Donc dans ces classes sociales, on va retrouver les agriculteurs, les sans-activité, les étudiants, les salariés, les cadres, etc. Donc pour bien comprendre le besoin du consommateur, on a un outil que vous avez probablement déjà vu et très enseigné, c'est la pyramide de Maslow. Donc Maslow était un psychologue et dans les années 40, 50, Maslow a essayé de hiérarchiser les besoins. Donc partant du principe qu'il existe des besoins entre guillemets de base qui sont tout au bas de la pyramide, euh, et que si on ne parvient pas à satisfaire ces besoins, on ne peut pas satisfaire les besoins qui sont au-dessus. Donc quels sont-ils ces besoins? Donc à la base de la pyramide, il y a nos besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Donc tant qu'on n'est pas bien avec la réponse à ces besoins-là, on ne peut pas répondre aux besoins suivants, qui sont les besoins de sécurité. Donc se protéger, protéger ses biens, s'habiller, hein, globalement se protéger des éléments extérieurs. Troisième catégorie de besoins, l'être humain étant un animal grégaire, il a un besoin d'appartenance. Il a besoin d'appartenir à un groupe, quel que soit le groupe, amis, famille, pour les exemples que je vous cite là. Ça peut être un groupe sportif, ça peut être un groupe culturel, etc. Ensuite, on a les besoins, donc dans ce groupe, on a besoin d'avoir une place. Pour avoir une place dans un groupe, on a besoin de l'estime des autres. Donc ça va être notre comportement au sein de ce groupe. Est-ce qu'on veut afficher notre réussite? Est-ce qu'on veut prendre, entre guillemets, des responsabilités au sein de ce groupe? Bref, on va aller chercher l'estime des autres. Et puis s'il y a des besoins d'estime des autres, il y a aussi des besoins d'estime de soi qu'on appelle des besoins d'accomplissement. Parfois on trouve d'auto-accomplissement, donc qui est la réussite professionnelle, la réussite personnelle, la réussite sportive. Comprendre les choses, maîtriser notre vie, maîtriser notre travail, se surpasser. Donc, cette hiérarchisation des besoins de Maslow est très très utilisée. Seulement, elle affiche des biais avec l'évolution de la société. Donc, on se rend compte, par exemple, pour des sociétés dites évoluées développées comme les nôtres, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, on n'y pense même plus. C'est plus les besoins les plus importants pour nous. On pourrait même presque retourner cette pyramide. Et aujourd'hui, le besoin le plus important, c'est le besoin d'estime de soi, puisque on dit parfois en psychologie, si j'ai de l'estime pour moi-même, je vais pouvoir aller chercher de l'estime des autres. Mais si j'en ai pas pour moi-même,
il va être difficile de se mettre en valeur aux yeux des autres. Donc, comme il existe des biais aujourd'hui et que la pyramide de Maslow est un petit peu remise en une autre hiérarchisation, toujours en forme de pyramide, hein, que j'ai pu glaner, c'est la hiérarchisation de nain. Donc c'est un Indien et qui a intégré différents degrés dans les besoins, dans les souhaits, dans les désirs, et il a intégré aussi les besoins professionnels. C'est pour ça que je la trouve intéressante. Donc on retrouve les besoins de survie en bas, qui se rapprochent des besoins physiologiques de Maslow, mais ensuite on va trouver des besoins indispensables à la qualité de vie. Donc je prends par exemple l'exemple du téléphone, de la climatisation en voiture. C'est des choses qui étaient superflues peut-être autrefois. Le téléphone, il n'existait pas, donc c'était forcément superflu, mais qui en tout cas sont pas nécessaires absolument, mais deviennent indispensables à notre qualité de vie. Les besoins primaires au travail, donc on a besoin aujourd'hui au travail d'être productif, d'être épanoui, on a besoin de trouver du sens à ce que l'on fait. Parfois je prends l'exemple en cours du travail à la chaîne, où schématiquement on arrivait à l'usine, on posait le cerveau, on travaillait, on faisait la même pièce toute la journée, on revenait, on récupérait le cerveau, puis on rentrait à la maison. Aujourd'hui, le salarié a besoin de trouver du sens dans ce qu'il fait pour être épanoui, pour être efficace. Il faut qu'il comprenne, et qu'il comprenne la finalité de son travail. Ensuite, on a les désirs, les souhaits, les caprices. Donc ce sont des besoins qui, graduellement, ne sont pas essentiels à notre survie, hein, mais que nous, on va rechercher à assouvir pour se rendre la vie meilleure. Pour les désirs, on va essayer d'améliorer notre qualité de vie. Euh, pour les professionnels et personnels, hein. Pour les souhaits, on va améliorer nos conditions de vie par du superflu, hein. Je prends l'exemple des plantes. Et puis enfin, pour les caprices, là c'est plutôt de l'ordre du rêve. J'aimerais faire ça, j'aimerais avoir telle évolution, et tel que les définit Nain, ces caprices vont nous aider, même s'ils sont parfaitement utopiques, vont nous aider à avancer, parce qu'un rêve, c'est un achèvement, c'est un projet qu'on va essayer d'atteindre. Donc une fois qu'on a compris les besoins du consommateur, on va s'attarder sur qu'est-ce qui se passe quand il achète, qu'est-ce qui intervient et par quoi il peut être influencé. Donc c'est ce qu'on appelle la cellule d'achat. Dans la cellule d'achat, on va avoir trois fonctions fondamentales, que sont l'achat, dans l'ordre, la décision, l'achat et la consommation. Donc bien souvent, ces trois fonctions sont assurées par une seule et même personne, hein. Vous avez soif, vous décidez d'aller vous acheter à boire, vous allez acheter à boire vous-même et c'est vous qui consommerez. Parfois, il y a certains types d'achats où ces trois fonctions sont réalisées par trois personnes différentes, notamment dans le commerce en B2B, hein. Imaginons que vous voulez vendre une tondeuse à une mairie, la décision sera peut-être prise par le maire, l'acheteur sera peut-être pris par la fonction achat, sera peut-être effectuée par l'organe financier, hein, le comptable, le trésorier, le secrétaire général, et le consommateur, eh bien, ça sera le salarié qui tondra réellement la pelouse. Et puis, cette cellule d'achat, eh ben, elle va être plus ou moins influencée par des agents extérieurs. Donc, par exemple, on va avoir des influenceurs. Donc, dans la définition, les influenceurs, ce sont des gens qui vont plutôt nous influencer par leur propre comportement. Vous avez vu votre copain boire quelque chose, donc ça va vous donner envie de le faire. Ou la commune d'à côté a acheté une grosse tondeuse, et vous, en tant que maire de la vôtre, ça va vous décider à en acheter une plus grosse. Deuxième type d'influence, ce sont les leaders d'opinion. Donc les leaders d'opinion, ce sont des personnages à caractère public, des gens connus, qui vont influencer différents consommateurs. On peut prendre l'exemple de José Bové, hein, qui est un homme politique, on va dire, et puis qui avait des positions très tranchées sur la malbouffe, sur l'anti-McDonald's, etc. Bien, dans son sillage, certains consommateurs ont arrêté de consommer des produits non français, et ont arrêté de fréquenter par exemple l'enseigne McDonald's. On peut aussi parler dans les leaders d'opinion, hein, c'est très à la mode, de tous les influenceurs YouTube, sur les réseaux sociaux, qui testent les produits ou qui donnent leur avis sur telle ou telle entreprise. Troisième type d'influence, ce sont les conseillers. Donc c'est vous, hein, ce seront les vendeurs en magasin, les commerciaux sur le terrain. C'est là la charge de tout votre travail, c'est d'aller influencer la consommation de vos prospects ou de vos clients, par votre argumentaire, par vos démonstrations, etc. Et puis enfin, on a un dernier type, ce sont les prescripteurs. Les
prescripteurs ont un niveau d'influence extrêmement élevé, puisque dans la prescription, on note une notion de conséquence si le conseil n'est pas suivi. Les meilleurs des prescripteurs, les exemples les plus simples à comprendre, ce sont par exemple les médecins. Vous êtes malade, il va vous prescrire des médicaments, rien ne vous oblige à y aller. Par contre, il y a la notion de, si vous ne suivez pas son conseil, sa prescription, si vous ne prenez pas les médicaments, vous ne guérirez pas. Plus largement, en marketing, on trouve d'autres types de prescripteurs. On arrive en période de Noël, donc je pense notamment aux enfants. Donc les enfants sont des prescripteurs, puisqu'ils voient une pub à la télé, le jouet leur plaît, ils vous en font part sur leur petite liste de Noël. Et puis il y a la notion de conséquence en termes de déception si ce cadeau-là n'est pas offert, ou comme les enfants savent le faire, ils sont capables de faire du harcèlement moral pour obtenir leur jouet arrivé à leur fin. Donc une fois qu'on a compris la cellule, on va rentrer vraiment dans le processus d'achat. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un consommateur décide d'acheter? Donc on va avoir un processus en 5 grandes étapes et on verra comment le marketing va essayer d'intervenir dans chacune de ces étapes. Donc avant de prendre la décision d'achat, qui n'est que la 4e étape, on va passer par tout un processus. La première phase, c'est la prise de conscience du besoin. Donc le consommateur, dans son esprit, il va se passer un mécanisme qui va faire passer le désir d'un produit, le souhait d'un produit, après avoir visionné une publicité par exemple, à un besoin. Il me faut ce produit. Qu'est-ce qui va se passer une fois que j'ai exprimé mon besoin? Je vais aller collecter les infos sur les différentes solutions qui s'offrent à moi. Prenons un exemple simple. Je veux un paquet de pâtes. Je vais aller devant le rayon de ces pâtes et je vais collecter de l'info. Je vais observer les prix, je vais observer les marques, je vais observer les quantités, je vais observer les formes, pour pouvoir définir mon choix par la suite. Toutes ces solutions qui s'offrent à moi, je vais ensuite les évaluer, je vais les comparer les unes aux autres. Dans le e-commerce, ça se fait très très bien. Il existe des centaines de sites d'évaluation, de comparaison de différents produits, donc qui vous facilitent la collecte d'infos et qui vous proposent des tableaux comparatifs pour pouvoir évaluer la meilleure solution pour vous. Une fois que vous avez défini cette meilleure solution, vous allez bien sûr passer à l'acte et vous allez acheter le produit et le consommer. À l'issue de cette consommation, l'individu va avoir une évaluation post-achat, c'est-à-dire il va mettre en relation l'expérience qu'il a eue avec le produit avec le besoin qu'il avait exprimé au tout début. Est-ce que le produit que je viens de consommer correspond parfaitement à mon besoin? Et ça déterminera le rachat ou non, la fidélité ou non à ce produit. Donc, dans ce qu'on appelle les achats réfléchis, on va passer par l'intégralité de ces étapes. Mais, notamment en alimentaire, beaucoup de ces achats ne sont pas vraiment réfléchis. On fait une liste de courses et puis on vient se servir en magasin. Donc on va avoir un mécanisme un tout petit peu différent. Donc la prise de conscience du besoin, elle existera toujours. Et parfois on va aller directement jusqu'à la décision d'achat. Et puis, puisque je reprends l'exemple de mes pâtes, j'ai exagéré le trait tout à l'heure dans l'exemple, mais lorsque on est fidèle à une marque, on se présente devant le rayon, on prend le produit qui nous plaît et on s'en va. Donc on ne collecte pas ou très très peu d'infos et on évalue que rarement les solutions. Par contre, subsiste l'évaluation post-achat. Donc je reviens tout petit peu en arrière sur mes pattes. Effectivement, quand on est devant le rayon, on va rapidement évaluer les solutions en prenant un petit peu de recul par rapport à ce rayon et puis en regardant les possibilités qui s'offrent à nous. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. L'idée, c'est quand même d'essayer de comprendre comment le marketing peut accompagner, peut intervenir dans chacune de ces étapes. Donc, quel va être son rôle étape par étape? Dans la prise de conscience du besoin, notre objectif principal va être essentiellement de déclencher le besoin. D'abord porter à la connaissance du consommateur notre produit, et puis ensuite, par différentes techniques de marchandisage en magasin ou de communication, essayer de lui faire prendre conscience et de lui faire dire c'est ce produit qu'il me faut. Ensuite, il va falloir lui fournir les informations qui vont lui permettre de prendre sa décision. Donc, soit par internet, soit directement en magasin, on va essayer de l'accompagner dans cette collecte d'infos pour, bien sûr, l'orienter vers notre choix. Au niveau de l'évaluation des solutions, donc comme je l'ai dit, on va accompagner le choix, on va proposer. En magasin, vous allez proposer une gamme, vous êtes rarement monoproduit sur
sur un quelconque produit. Donc on va accompagner cette évaluation des solutions. Pour la décision d'achat, simplement, l'objectif c'est de rendre le produit facilement disponible. Je pense notamment parfois aux promos. On reçoit des promos dans la boîte aux lettres. On identifie des produits qu'on souhaite acheter, et puis quand on arrive en magasin, ils ne sont pas disponibles. Il n'y a rien de plus frustrant que d'empêcher un consommateur que de répondre à son besoin. Et enfin, très important, dans l'évaluation post-achat, on va devoir collecter les avis et les expériences clients afin de mettre en place des actions correctives, afin de fidéliser, afin de lancer des opérations promotionnelles ou plus largement des opérations de communication. Donc ça, vous le vivez, hein. Dès que vous appelez Orange, par exemple, pour un quelconque problème, vous avez à peine raccroché le téléphone que vous recevez un mail qui vous demande votre avis sur la relation que vous venez d'avoir. Quand vous allez acheter un quelconque produit chez Leroy Merlin, au bout d'une semaine, vous recevez un mail, si vous êtes porteur de la carte de fidélité, vous recevez un mail où on va vous demander d'évaluer ce produit, de lui mettre des petites étoiles et un petit commentaire. Donc à chacune des étapes de ce processus, il va être important pour le marketing d'intervenir et d'accompagner son consommateur. Donc dans les mécanismes d'achat, qu'est-ce qui se passe chez le consommateur qui fait qu'il consomme, ou qu'il ne consommera pas? C'est ce qu'on appelle les motivations et les freins. Donc le marketing a catégorisé ces aspects-là, motivation et freins, au travers de différentes catégories. D'abord pour les motivations, on se rend compte que la première motivation, ou plutôt une catégorie de motivation, est hédoniste, c'est-à-dire se faire plaisir. Je vais acheter pour moi, pour répondre à mes besoins. Deuxième catégorie, c'est la catégorie oblative, faire plaisir aux autres. Mes excuses pour la faute d'orthographe. Donc je vais répondre à leurs besoins, mais je vais aussi répondre à mon besoin qui est de faire plaisir aux gens. Vous vous souvenez du slogan plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et enfin une dernière motivation qui est la motivation d'auto-expression, c'est-à-dire apparaître tel que l'on est ou tel que l'on voudrait être. Ça va se traduire par notre consommation de prêt-à-porter, notamment, parfois de produits de luxe pour afficher sa réussite. Donc toutes ces motivations, ce sont des forces psychologiques qui vont nous pousser à acheter. Et puis à l'inverse, on va avoir certaines forces psychologiques qui vont au contraire nous empêcher de consommer tel ou tel produit. Alors on va trouver essentiellement deux raisons. La première, c'est la peur. Donc c'est une difficulté réelle, concrète, à consommer tel ou tel produit, et en me disant par exemple, je ne saurais pas m'en servir, ce produit est bien trop technique. Ou alors, je pense que ce produit est mauvais pour ma santé, donc je ne le consommerai pas. Deuxième catégorie de freins, ce sont l'inhibition. Donc là, ça va être une difficulté plutôt abstraite, qui est de ne pas aller à l'encontre de ses valeurs morales, donc m'empêcher de consommer tel ou tel produit pour des raisons d'éthique, pour des raisons culturelles, parfois religieuses, comme les végétariens par exemple. Donc on vit aujourd'hui dans un monde hyper marketé, où le consommateur est sollicité de toutes parts et de différentes formes. Il est sollicité à la maison au travers du téléphone et le démarchage, il est sollicité dans la rue au travers de l'affichage publicitaire. On parle aujourd'hui parfois de pollution visuelle, tellement il y a de publicité partout. Et puis on est sollicité également en magasin, il n'y a qu'à faire le test. Vous rentrez dans un hypermarché avec une liste de 5 produits, vous n'en ressortirez probablement pas avec uniquement ces 5 produits, puisque toutes les techniques de marchandisage mises en œuvre sont là pour d'aucuns diront, vous pousser à l'achat sur des choses inutiles. Moi je préfère dire, portez à votre connaissance certains produits et aiguisez en vous le besoin pour déclencher les étapes du processus que l'on a vu précédemment. Donc toujours est-il que comme le consommateur est hyper sollicité, on a développé tout un système de protection du consommateur pour éviter les arnaques. Donc on va trouver deux grands types d'organismes, les organismes publics, les organismes d'État. Donc vous avez le code de la consommation, le code du commerce, qui sont l'ensemble des lois qui vont régir le commerce et la consommation. La DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et les directions départementales de protection des populations. Tous ces organismes ont pour rôle de faire respecter l'ensemble des lois de protection du consommateur. On trouve des organismes privés ou associatifs,
que vous connaissez, vous en avez entendu probablement parler, 60 millions de consommateurs, UFC Que Choisir, etc., qui sont là pour accompagner dans leur démarche juridique notamment les, les consommateurs lorsqu'ils ont un litige avec, avec une entreprise. Et en termes de litige, c'est le tribunal de commerce qui règle ces litiges, et ça sera le tribunal de commerce dont dépend le vendeur. Donc faire un petit peu attention parfois, notamment quand vous commandez sur internet, essayez de bien aller voir le pays de domiciliation de l'entreprise qui est en train de vous vendre ces produits, parce qu'en cas de litige, vous pourriez être obligé de mener des actions dans le pays d'origine, ou si c'est franco-français, dans la région d'origine. On arrive à la fin de ce chapitre sur la demande du marché. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour le chapitre suivant.